Vendredi matin, je me lève et je reçois un message d'un de mes potes qui me dit « Je viens de voir le combat Baki Doumbé, j'attends ton message vocal analyse du combat. » Je lui fais un petit vocal pour lui expliquer ce que je pensais du combat, de ce débouché complètement incroyable, et il me répond « Bordel, mais fais une vidéo, c'est trop intéressant. » Et après en avoir parlé avec quelques personnes autour de moi, même si je suis pas un professionnel ou un expert du MMA, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens avec qui j'avais interagi, qui s'intéressaient à ce que j'avais à raconter, et donc j'ai fait un petit sondage sur Instagram et vous avez été plus des 3/4 de mon audience à me dire que vous vouliez une vidéo d'analyse sur ce qui s'était passé pendant cette folle soirée du PFL à Paris. Donc sans plus attendre, voilà cette vidéo. Petit disclaimer, si vous ne me connaissez pas et que vous débarquez sur cette vidéo sur ma chaîne, je ne suis pas un professionnel ou un expert du MMA. Je suis ni combattant professionnel ni entraîneur de MMA. Ma spécialité, c'est l'entraînement et la nutrition, mais je suis quand même un fan de MMA depuis la première heure, puisque je suis le MMA depuis 2009-2010, avec le reste des sports de combat et des sports pieds-points notamment, que j'affectionne particulièrement. Et j'ai notamment pondu un mémoire de Master 1 en 2011 sur le MMA et le développement de ce qu'on appelait à l'époque le free fight. Donc j'ai quand même pas mal d'années d'observation, d'appréciation et de pratique de ce sport unique, légalisé en France depuis relativement peu de temps, dont je vais vous faire partager, j'espère, dans cette vidéo. Si vous appréciez la démarche, n'oubliez pas d'éclater les pouces bleus juste en dessous et surtout de vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir et évidemment ça me permet de vous faire des vidéos de qualité fréquemment et de vous balancer le plus de valeur ajoutée possible. Donc avant de rentrer dans l'analyse technique des enjeux, j'aimerais déjà rendre hommage aux deux combattants, à Cédric Doumbé et à Baki Bayzengour Shamsudinov, mon petit Baki. Deux combattants qui ont fait le taf, qui ont été extrêmement professionnels, qui se sont très bien préparés à cette échéance qui comptait pour leur parcours personnel et qui nous ont fourni une vraie opposition, à la fois une vraie opposition de style, mais un vrai engagement en termes pugilistiques avec une vraie tension et de vrais enjeux. Je sais pas si vous avez vu le combat ou si vous avez eu la chance d'être au PFL Paris ce soir-là, mais quand j'ai regardé le combat, je ressentais vraiment les enjeux dramatiques du combat à l'entrée des deux combattants dans la cage. Est-ce que c'est parce qu'il y a une énorme hype en ce moment autour de ces combattants notamment et autour du MMA en France? Est-ce que c'est parce que Cédric Doumbé a extrêmement bien médiatisé et marketé le combat comme il le fait depuis peu de temps? Un round, 5 minutes. C'est de l'eau. 20 000 personnes, c'est de l'eau. Baki, c'est de l'eau. Est-ce que c'est parce que j'ai la chance de connaître Baki et d'avoir tourné des vidéos avec lui? D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ces vidéos, elles sont incroyables, je vous les mets juste ici. Allez les voir, elles sont vraiment très stylées, je suis sûr qu'elles vont vous plaire. Mais en tout cas, dans ce combat, il se passait un vrai truc et pour ça, merci aux combattants qui sont très bien préparés pour l'échéance. Un petit mot sur le PFL, ou la PFL, c'est une très grosse organisation qui a pour vocation de concurrencer un jour l'UFC ou au moins d'arriver au même niveau de professionnalisme. Et rappelons que les billets ont été sold out plus rapidement que les événements de l'UFC et ça, c'est quand même pas rien. Malheureusement pour cette organisation, il y a quelques petits écueils dans la préparation, le déroulement des combats et de la soirée qui sont quand même importants à mentionner, qui entachent clairement la réputation de professionnalisme de l'organisation. Déjà, on a des combats qui sont relativement mal vendus par l'organisation, on a assez peu d'interviews des combattants, à moins d'avoir l'application DAZN et d'accéder aux interviews des combattants, on n'a rien sur la chaîne YouTube, on n'a pas énormément de matière ou de substance, on n'a même pas droit à un film, à un reportage, on l'a vu sur RMC Sport, si vous avez suivi la saga de Benoît Saint-Denis et la médiatisation du combat contre Dustin Poirier, vous avez peut-être eu la chance de voir la géniale vidéo qui a été produite en amont du combat et c'est des trucs qui font rêver. La vidéo dure 1h30, on la regarde, on a l'impression d'un trailer hollywoodien, il y a une énorme qualité de production, de réalisation, de mise en scène et ça met l'eau à la bouche et ça donne vraiment envie d'être le soir du combat et de pouvoir assister au choc des héros. Là au PFL, on n'a rien de tout ça malheureusement et si on n'avait pas la chance d'avoir Baki dans la cage pour ce combat et surtout Doumbé qui arrive avec une énorme fanbase et une très grosse hype et donc qui fait beaucoup parler du combat, même dans les milieux qui sont pas spécifiquement intéressés par le MMA, on n'aurait pas le même engouement sur cette organisation. Les autres combats ont été à peine vendus et je suis sûr que même dans la salle au moment de l'arrivée des combats, il y avait très peu de gens qui étaient au courant de l'intégralité de la fight card et de comment allait se dérouler la soirée. Et ça, c'est très dommage. En plus de ça, on a un face-à-face Baki Doumbé avant le combat qui est quand même un moment important de la confrontation qui est littéralement raté parce que Baki se pointe manifestement à l'heure et Cédric se pointe une demi-heure en retard. Et évidemment, avec la tension, la faim, le niveau de fatigue, Baki décide de quitter les lieux et de retourner à l'entraînement, ce qui est parfaitement compréhensible. Et donc, on a un rendez-vous qui est médiatiquement très important qui est complètement loupé. Ça, à l'UFC, c'est impossible. C'est l'organisation qui vient chercher chacun des combattants directement avec un convoi à l'hôtel, qui les amène pour la rencontre et qui s'assure que les deux peuvent se rencontrer pour le face-off. C'est pas à chaque combattant d'assurer ses déplacements et de s'assurer qu'il va pouvoir être là sur le face-à-face. C'est impensable à mon sens de laisser cette responsabilité sur les épaules des combattants au moment où ils sont le plus fatigués, le plus à vif et le plus sous tension. Pour ce qui est du public de ce combat, là où moi j'ai eu la chance de pouvoir assister au tout premier événement UFC à Paris à l'Accor Arena en septembre 2022, on avait une ferveur, un soutien et un engouement du public absolument exceptionnel. J'ai littéralement eu les larmes aux yeux au moment de chanter la Marseillaise. Extraordinaire. Ça vous galvanise pas dans l'octogone, je sais pas ce qui peut vous monter au sommet.
Ici, bah on a ce qu'on mérite, c'est-à-dire la fanbase de Doumbé qui a une énorme hype en ce moment et qui du coup a rappliqué avec tous ses fans qui sont, on va pas se le cacher, pas des immenses fans de MMA depuis toujours, mais plutôt des fans du personnage de Cédric, ce qui est très bien, mais qui débarquent ici un peu comme des novices et qui amènent avec eux leur mentalité, leur façon d'assister au combat. Et donc on a des comportements qui sont quand même assez spéciaux. On a beaucoup de spectateurs qui huent les combattants au moment où ils débarquent dans la Smart Cage, ce qui pour moi est absolument inadmissible. Il n'y a pas 1% des gens dans le public qui auraient les couilles d'aller se frotter à n'importe lequel des combattants qui rentrent dans l'arène. Donc pour cette simple raison, le fait de huer un combattant parce qu'on supporte son adversaire, pour moi c'est absolument inacceptable. Et surtout on a un retournement de veste absolument manifeste des 3/4 de l'arène qui crie Baki t'es mort au moment où Baki fait son entrée dans l'arène et qui 5 minutes après au cours du deuxième round crie allez Baki, alors que c'est les mêmes personnes. Ce qui témoigne bien de la volatilité de leur soutien et du type de mentalité des gens qui sont autour de la cage à ce moment-là. L'idée c'est évidemment pas ici d'être dans le jugement du public, simplement de fournir un élément de contexte et d'analyse. À titre personnel, j'ai infiniment plus apprécié l'ambiance de l'UFC Paris où on avait l'impression qu'il y avait une énorme coalition, un énorme soutien, une entraide et une fraternité entre les supporters de MMA qui étaient venus ici pour apprécier le sport et encourager des combattants dans leur combat et pas simplement pour soutenir un mec et voir un autre se faire assassiner. Et du coup, face à cette attitude assez spéciale du public, on a un biais de l'organisation du PFL qui est manifeste et qui est pas vraiment acceptable non plus. On voit déjà en amont dans la communication qu'ils ont tendance à favoriser les prises de parole de Cédric et à le mettre un petit peu plus en avant, mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est clairement quand la speakeuse, avant le combat, une vingtaine de minutes avant que les deux combattants rentrent dans la Smart Cage, prend le micro et se met à crier Baki pour que toute la foule répète t'es mort, en reprenant la punchline créée par Cédric au combat avec Jordan pour essayer d'haranguer les foules et de faire monter un peu la sauce. Ça, de la part d'une organisation de sport professionnel qui se doit la neutralité, qui se doit le soutien auprès des athlètes qui viennent concourir, et ne serait-ce que par respect pour les athlètes eux-mêmes, pour leur fanbase, mais aussi pour leur camp d'entraînement, pour leurs proches et pour leur famille, c'est inacceptable. Et donc toute l'analyse de ce contexte-là va me permettre d'en arriver à l'analyse des combattants et du combat. Face à tout ça, on a un Baki qui est absolument impérial et imperturbable. Je le rappelle, un garçon de 22 ans qui a certes 8 combats professionnels à son actif, mais qui est extrêmement jeune et qui donc pourrait logiquement être relativement impressionnable et immature et qui donne dans ce combat à voir qu'il est exactement l'inverse et c'est tout à son honneur. Alors pour ce qui est du combat en lui-même, on va parler des 2 premiers rounds et du début du 3e round avant d'en arriver au déroulement complètement ubuesque de ce combat. Dans ce combat, on a déjà un premier round qui est une masterclass absolue de Baki et qui contre toute attente ne se fait pas éteindre par une légende du kickboxing, du striking et du pied-point en la personne de Cédric qui, on va pas lui enlever ça, est une légende vivante des sports de combat et qui a la capacité d'abréger les combats de façon extrêmement rapide et spectaculaire comme il l'a démontré de très nombreuses fois, notamment au Glory. On a un Baki qui fait montre d'une très grande qualité technique, d'un excellent timing et d'un très bon opportunisme, notamment sur ses amenées au sol, ses takedowns, parce que rien que dans le premier round, il y a 4 amenées au sol de Baki. Victorieuse donc, et amenée avec un timing qui témoigne d'un niveau de lutte offensive absolument élite. Il arrive à passer entre les coups de Cédric, il arrive à pas subir de dégâts, il arrive à pas se faire toucher de façon significative et il arrive surtout à imposer son jeu, sa lutte et à amener Cédric au sol, ce qui était clairement un des gros enjeux du combat. Rien que dans ce premier round, Baki il montre que évidemment il arrive à imposer sa lutte et qu'il est d'un très haut niveau sur l'appréhension, venant d'un mec qui est évidemment tchétchène et versé dans l'art des amener au sol, de la lutte, du chain wrestling, etc. C'est pas surprenant, mais il le fait quand même avec un enjeu de taille qui est imposer ce jeu-là face à une légende du striking au risque de prendre à tout moment le mauvais coup qui va pouvoir arrêter le combat. Comme ça, c'est vu des dizaines de fois dans la carrière de Cédric en kickboxing par exemple. Face à ça, et même si le premier round est une masterclass de Baki, on a quand même un Cédric qui, alors qu'on l'attendait au tournant très fort sur ces aspects-là, fait montre d'une technicité et d'une maîtrise de la défense, notamment en lutte et au sol, qui est extrêmement importante. Défense de lutte, je m'explique pourquoi. Certes, il se fait amener au sol 4 fois, mais le simple fait que pendant les phases d'accrochage, de cage control et de lutte debout, Cédric ne subisse pas énormément de dégâts et que Baki ne parvienne pas réellement à frapper Cédric avant d'arriver à l'emmener au sol, témoigne du fait que sans doute Baki, il a voulu être relativement prudent et maintenir ses positions et sécuriser ses prises avant de pouvoir réaliser notamment ses takedowns ou d'enchaîner sur des phases de lutte plus complexes et plus avancées pour tout simplement pas laisser à Cédric l'opportunité de pouvoir s'échapper s'il prenait le temps de libérer des mains pour pouvoir le frapper. Donc rien que là-dessus, même s'il se fait amener au sol, ça témoigne de la part de Cédric d'une maîtrise de lutte notamment défensive qui est quand même extrêmement intéressante et qui est apportée à son crédit, là où beaucoup de mecs disaient lui c'est un pur
striker, si ça en vient à des phases d'accrochage un peu dégueulasses, il va boire le bouillon. Et c'est clairement pas ce qui s'est passé. Et deuxième surprise extrêmement positive pour le parcours de Cédric, une fois qu'il arrive au sol et que Baki prend le dessus, on a contre toute attente, et je pense à la surprise générale, un Cédric qui s'avère extrêmement technique sur la défense au sol notamment, qui empêche Baki de mettre en place ses schémas offensifs, qui nous offre techniquement des trucs qui sont assez recherchés, notamment une garde papillon, qui est quelque chose qui est très technique à mettre en place et qui est relativement périlleux parce qu'on veut très vite prendre une garde montée sur ce genre de position. Et ça, de la part d'un Cédric qui est soi-disant un novice de la lutte et du sol et qui est pas censé être un expert du combat au sol, et bah c'est une excellente surprise qu'il est important de mentionner. Et ce qui est drôle, c'est que dans la préparation d'avant-combat, Cédric avait dit qu'il avait évidemment pas envie d'aller au sol face à Baki parce qu'il savait la supériorité du Tchétchène, notamment dans ce compartiment-là du combat. Mais s'il avait dit qu'il était amené au sol et qu'il se retrouvait au sol avec Baki, il serait relativement serein et on aurait pu penser que c'était largement du bluff. Et en fait, il s'avère qu'il a suffisamment travaillé au sol et sa défense de lutte notamment pour être serein et pour être parvenu non seulement à ne pas se faire maintenir au sol par un Baki qui est encore une fois un expert dans ce domaine, mais surtout à parvenir à se relever 4 fois après avoir été amené au sol 4 fois. Et ça, pour avoir un tout petit peu travaillé dans une cage avec Baki et avoir vu la puissance phénoménale et la technicité de cet athlète hors du commun, rien que ça, chapeau. Mais évidemment, ça suffit pas pour imposer son jeu et on a un Baki qui domine la légende du striking qu'est Cédric Doumbé dans le premier round, à la fois sur la boxe, sur la distance, et la gestion de la distance, c'est un gros point à porter au crédit de Baki sur ce premier round, mais également sur les amenés au sol, sur la lutte et encore une fois au sol. Dans le deuxième round, les niveaux ont tendance à s'équilibrer un tout petit peu, probablement à mon sens parce que Baki a quand même beaucoup donné sur ses 4 amenés au sol et sur l'énergie qu'il a dû mettre pour essayer de maintenir Cédric au sol et de lui faire des menaces de soumission et d'être relativement offensif sur la première phase de combat. Et on a l'impression que dans le deuxième round, il gère un petit peu plus son réservoir d'énergie et qu'il essaye de pas cramer ses cartouches pour pouvoir éventuellement arriver au troisième. Peut-être qu'il y a une part de lui qui s'attendait éventuellement à tomber sur un striker d'exception au premier round et peut-être à se faire éteindre et qu'il a l'impression en arrivant dans le deuxième que finalement le combat va durer plus longtemps que prévu et qu'il va peut-être falloir doser un petit peu la jauge d'énergie différemment. En tout cas, on a un Baki qui est très légèrement moins offensif au cours du deuxième round et on a à l'inverse un Cédric qui parvient à imposer un tout petit peu plus son jeu, à toucher un peu plus, à gérer un tout petit peu mieux sa distance, à être moins mis en difficulté par les phases de lutte et les amener au sol de Baki. Et on a l'impression du coup que le combat s'équilibre un petit peu plus. On n'a pas de dégâts significatifs des deux côtés, on a un petit peu plus de menaces sur le striking de la part de Cédric, on a peut-être un petit peu plus de respect et de crainte qui s'instaure, et là où Baki a vu qu'il arrivait très clairement à imposer son jeu dans le premier round, au début du deuxième et dans le déroulement de ce deuxième round, peut-être que Baki se rend compte que finalement il y a toujours cette menace de striking, que Cédric essaye de jouer le contre, on le voit baisser la tête, on le voit baisser les mains, on le voit essayer d'appâter le striking de Baki, très probablement pour envoyer ses fameux contres et balancer des grandes sacoches en overhead à la Laure Manodou, qui sont connus malheureusement pour avoir par le passé été un les plus grands strikers de la planète. Donc on a très certainement un Baki qui est mature, qui est très intelligent et qui devient un petit peu plus prudent dans ce deuxième round et qui capitalise sur le succès du premier. Est-ce que ça lui suffit pour remporter le deuxième round ou pas? Je sais pas, mais en tout cas on a une transformation du combat entre le premier round qui était une masterclass de la part de Baki et ce deuxième round qui est largement plus équilibré. Mais Baki touche Cédric. Tous les fans de Doumbé disaient mais KO au premier round, je t'avais dit quoi, il va éteindre Baki, on n'en parlera plus, etc. C'est un bon petit jeune. Donc après le mettre KO, on va lui donner de la force. Je suis prêt, je vous ai dit, l'ambulance est prête. La Doumbé ambulance sera prête pour escorter Monsieur Baysang à la force. Non seulement il arrive à pas se faire éteindre, non seulement il arrive à rester face à face et à prendre confiance dans sa distance et dans le striking, et ça face à un striker comme Cédric, bah c'est absolument exceptionnel d'arriver à faire montre d'une telle maîtrise technique et d'une telle confiance dans ses esquives et dans sa gestion de la distance, et ça encore une fois Baki, chapeau. Et d'un autre côté on voit dans ce deuxième round que même si Cédric est plus à l'aise que dans le premier, il n'arrive pas à imposer son jeu, sa distance et ses contacts, et il n'arrive pas à toucher de façon significative pour pouvoir mettre Baki hors de combat et le mettre KO comme il l'avait annoncé très tôt dans le combat. Et rien que ça en soi c'est un petit peu ouf. J'en profite pour vous rappeler qu'en passant par le lien qui est juste en dessous en description de la vidéo et en utilisant le code Antoine45, vous avez toujours moins 45% sur l'intégralité de cette marque de compléments alimentaires qui est une des meilleures du marché et sur tous les produits bulk que je vous recommande chaudement. Merci à tous ceux qui passent par mon lien tous les mois pour soutenir la chaîne et mon travail. Je vous aime. Et on arrive donc à l'épineuse question de la fameuse issue du combat. Pour ceux qui sont pas au courant, au cours de ce troisième round se produit quelque chose d'absolument exceptionnel et jamais vu. Cédric semble être gêné par quelque chose alors qu'il n'est pas à distance de combat de Baki. Il semble se plaindre d'une douleur au pied, il grimace un petit peu. Il regarde l'arbitre en semblant dire j'ai un truc dans le pied. L'arbitre vient, il dit qu'est-ce qui se passe? Donc il lui dit j'ai un truc dans le pied et l'arbitre clairement lui dit bah ouais on s'en fout, vas-y continue à combattre. Il reprend sa stance, il se remet en garde, etc. Et puis là on voit qu'il y a une espèce de temps de flottement. Je pense qu'il prend quelques appuis, il voit qu'il est pas confortable, il regarde à nouveau son pied, il regarde Baki, il lui fait comprendre qu'il a mal au pied, qu'il a quelque chose dans le pied. Et là Baki semble lui dire bah ouais vas-y enlève-le frérot, parle à la veille, fais quelque chose. Et là Cédric se retourne vers l'arbitre
l'arbitre en lui disant mais frère, j'ai vraiment un truc dans le pied qui est gênant. Et là, contre toute attente, à la surprise générale devant les 20 000 spectateurs de l'Accor Arena, Marc Goddard, l'arbitre de ce combat qui est un arbitre international, arbitre à l'UFC, vient face à Cédric et met fin au combat parce que Cédric refuse de combattre et de poursuivre l'affrontement. Et donc là, on a une foule qui pète un câble, les commentateurs qui pètent un câble, Cédric qui pète un câble, qui comprend pas ce qui se passe. Et l'affrontement tant attendu entre ces deux géniaux super-héros du MMA s'arrête sur une écharde dans l'orteil. Ça, c'est pour les faits si vous n'avez pas vu le combat. Maintenant, on va les analyser en donnant un petit peu plus de contexte à tout ça. Cédric Doumbé, c'est un briscard des rings, c'est un mec qui a une expérience extrême dans les affrontements, dans les combats professionnels, dans les très grosses échéances. Il en a raté extrêmement peu, pour ainsi dire aucune. Et il a cette expérience pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Il est très habitué aux arbitrages, il est très habitué aux règles, il est même habitué aux arbitrages un peu bizarres pour avoir eu des démêlés avec certains arbitres, notamment au Glory. Et donc, il sait à quoi s'attendre. Il sait pertinemment qu'il n'est pas en position en tant que combattant pour demander un arrêt du combat ou même une intervention d'un médecin en plein milieu d'un round pour faire checker un orteil. De mon expérience de combattant en kickboxing, il est vrai que tu peux pas décider toi-même d'arrêter le combat. D'un autre côté, on va être réaliste, même si c'est très probablement douloureux, voire même gênant d'avoir une épine ou une écharde comme ça dans l'orteil en plein combat. On sait qu'avec le niveau d'adrénaline, d'engagement, la tension et aussi de professionnalisme d'un combattant comme Cédric Doumbé, la douleur ou la gêne occasionnée par une écharde dans l'orteil ne sont pas suffisantes pour faire arrêter un combat en plein milieu. Il est pas en train de se tordre de douleur au moment où il marche sur un truc comme ah j'ai marché sur un truc, qu'est-ce qui se passe, comme s'il venait de se péter un orteil. Mais en termes de niveau de handicap sur une échelle de 1 à 10 de l'écharde dans le pied face à un combattant de haut niveau comme Cédric Doumbé, franchement on n'est clairement pas à un niveau qui nécessite une interruption du combat, et ça Cédric le sait très bien. Pour ce qui est des règles, on a ici l'intervention d'un objet qui est extérieur au combat, donc qui pourrait nécessiter une interruption ou un arrêt de l'arbitre pour checker ce qui se passe, comme dans le cas par exemple où un supporter jetterait une chaussure au milieu de la cage ou une pile comme ça pouvait se voir avec les hooligans dans les stades de foot, etc. Sauf que là l'objet il est certes extérieur au combat, mais il est relativement invisible, parce que même en se tenant à côté de Cédric et en regardant son pied, on est incapable de voir qu'il a un truc dans le pied. Il a fallu que les caméras fassent des zooms x10, x20, x50 pour arriver à voir qu'effectivement il y avait un petit truc noir au bout de son orteil et qu'il s'agissait probablement d'une écharde. En plus de ça, va avoir la maîtrise technique de l'anglais nécessaire pour dire à un arbitre qui est anglo-saxon et qui parle pas français, mec, j'ai une écharde dans le pied. Même si je vous demande comment on dit écharde tout de suite, il y a de très fortes chances que vous le sachiez pas. Mais être capable en plein feu de l'action d'interrompre une confrontation comme ça, se tourner vers l'arbitre en disant en anglais frérot j'ai une écharde dans le pied, est-ce que tu peux pas faire quelque chose, bah clairement on peut pas s'attendre à un truc pareil de la part d'un combattant qui est en plein affrontement. À côté de ça, et c'est un autre élément de contexte à prendre en compte qui est important, on a Marc Goddard qui est un arbitre, qui est un ancien combattant, qui est plutôt dans le no bullshit, qui aime pas trop les showmen, qui aime bien les combattants qui vont au charbon et qui est notoirement connu pour avoir arrêté, interrompu ou voire carrément disqualifié des combattants parce que les mecs étaient en train de danser, de faire les marioles, de se parler pendant les combats et de faire autre chose que combattre à proprement parler. Donc ça, Cédric le sait parce qu'on l'a vu dans les interviews, il a parlé de Marc Goddard et de son passif, mais peut-être qu'il le sous-estime et qu'à ce moment-là, alors qu'il y a un vrai risque qu'il se fasse arrêter le combat, et bah il se dit oh, vas-y, je vais pouvoir lui dire que j'ai un truc dans le pied, il va prendre 3 minutes, il va checker mon pied, on va peut-être faire venir le médecin et je vais pouvoir repartir dans des conditions optimales. Ça c'est déjà vu des dizaines de fois, quand on a des coups dans la coquille, on a des interruptions, quand on a des problèmes avec des gants, avec des straps qui passent dans les doigts, etc. Il n'y a aucun problème généralement pour faire interrompre momentanément le combat, faire rentrer un spécialiste, un staff médical, pouvoir remettre le combat en ordre et les combattants sur pied et pouvoir repartir dans l'affrontement. Donc je pense qu'il y a de la part de Marc Goddard ici, même si je suis personne pour le dire et que j'ai pas été dans les conditions et dans le feu de l'action, un petit manque de discernement et que ça aurait pu se solder d'une façon un petit peu différente s'il avait pris le temps de se poser la question de qu'est-ce qui se passe. Après, à sa décharge, en regardant l'orteil de Cédric en plein milieu de la cage, il est absolument impossible de voir qu'il y a un objet extérieur qui est fiché à l'intérieur de son orteil, quelle que soit la taille de cette fameuse écharde. Et peut-être que dans sa tête, il est simplement en train de se dire, le mec est pas en train de gagner de la façon aussi triomphante qu'il l'avait annoncé et qu'il le voulait, peut-être qu'il est en train d'essayer de jouer avec moi, de gagner du temps, de récupérer son cardio, de remettre son game plan en place et de me la faire à l'envers. Je sais pas, je suis pas dans la tête de Marc Goddard et vous non plus. En réalité, ce qu'on a ici, c'est peut-être un Cédric qui s'est senti tellement appuyé, tellement avalisé par le PFL et tellement soutenu qu'il va pouvoir se permettre de prendre la liberté d'interrompre une seconde le combat en interpellant l'arbitre pour pouvoir se faire enlever son écharde ou ce truc qu'il gêne dans son pied et repartir dans le combat en pleine mesure de ses capacités pour pouvoir ou terminer Baki ou au moins terminer le combat comme il l'aimerait et profiter de son expérience pour essayer de marquer ses points, accumuler ses avantages et petit à petit aller gratter une victoire. Ou alors, on a ici un Cédric qui comprend qu'il a pas réussi à imposer son jeu et à faire triompher son striking de légende, notamment
notamment dans le premier round, et que le combat se passe pas comme il aurait voulu, et que le troisième round risque fort de ressembler au premier et au deuxième, et qu'il va pas réussir à emporter ni une victoire par KO, ni une décision unanime pour arriver à remporter la victoire, et que s'il va à la décision face à un Baki qui a montré qu'il était extrêmement valeureux, qu'il avait de très forts atouts dans ce combat, ça va mal se passer pour lui quand il va arriver face au juge. Et ça, encore une fois, c'est de la pure spéculation parce que je ne suis pas et vous n'êtes pas non plus dans la tête de Cédric au moment où il prend la décision d'interpeller l'arbitre. Et ça, en vrai, on est en droit de se poser la question quand on voit la post-fight conférence et qu'on voit un Cédric qui dit non, mais en vrai, j'avais pas pour projet de le mettre KO au premier round. Ce que je voulais faire, c'est qu'il craigne le KO au premier round pour être extrêmement tendu et par réflexe qui se détendent au cours du deuxième et du troisième round en disant ah bah finalement, il a pas réussi à me mettre KO. Cédric, c'est de l'eau. Qui prennent un peu plus la confiance, qui baissent les mains, qui prennent des risques et que là, frérot, j'arrive à le mettre KO. Je voulais pas le mettre KO au premier round. Pourquoi? La stratégie c'était la suivante, c'était pour qu'il craigne le KO au premier round. Et pour que en fait, une fois que le premier round passe, qu'ils se disent ah c'est bon, en fait c'est bon, là je peux me libérer. Et pour qu'il s'ouvre au deuxième ou au troisième round. Et là, le mettre KO, si ça passe. Personnellement, quand j'ai entendu ça, je me suis un peu vu à 12 ans en train d'expliquer à mes parents mon bulletin scolaire de premier trimestre en disant non mais je voulais pas impressionner trop les profs et mes camarades de classe en mettant vraiment la pression au premier trimestre. Là j'ai commencé tranquillou avec des notes de merde, mais c'est vraiment pour marquer un gros coup de surprise et m'imposer ensuite au deuxième et au troisième trimestre. Franchement, moi j'y crois pas et connaissant la hype de Cédric et surtout son pouvoir de KO total reconnu par le monde entier, je pense que s'il avait pu mettre Baki KO au premier round comme il l'a fait avec Jordan, il s'en serait clairement pas privé. Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, photo. KO, premier round, on n'en parle plus. T'es mal depuis tout à l'heure, il me regarde, Niski. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, cette justification a posteriori, elle n'a pas lieu d'être. Et quand on entend dans cette même conférence d'après-combat Cédric dire « Bah, en réalité, il n'y a pas eu de combat », et je pense que Baki, il veut pas le refaire, il veut le faire. Parce que là, le fight, il s'est pas fait. Est-ce que t'es d'accord? Je sais pas. Bah si, il y a eu un vrai combat, il y a eu un vrai premier round, un vrai deuxième round, et on était même parti pour avoir un vrai troisième round. La seule vérité, je pense, c'est qu'on n'a pas eu le combat que Cédric aurait voulu, parce qu'il s'est fait surprendre par l'immense niveau technique et l'opposition fournie par Baki. La conclusion de tout ça, malgré cette épineuse histoire d'écharde, c'est qu'à mon sens, les deux combattants sortent grandis de cet affrontement. Baki, parce qu'il a montré qu'il était capable de tenir tête pendant 3 rounds ou 2 rounds et demi face à une légende du striking et des sports de combat à 22 ans, et d'en être sorti la tête haute et avec un immense brio, sans encaisser trop de dégâts, sans prendre trop de coups et sans se faire éteindre, ce sur quoi 95% des gens qui pronostiquaient sur le combat auraient parié. Et à l'inverse, Cédric, pour avoir montré que contre toute attente aussi sans doute, il était un combattant de MMA beaucoup plus complet que ce à quoi les gens pouvaient s'attendre, qu'il était capable de défendre assez efficacement contre un maître de la lutte et du combat rapproché, et pas seulement à distance et via les armes de son striking. Et ça, c'est très honorable pour lui et ça promet de belles opportunités sans doute pour sa carrière en MMA à venir et sa récente transition depuis le kickboxing vers le MMA. Est-ce qu'on est en droit d'attendre ou d'espérer une revanche à l'issue de ce combat? Honnêtement, j'aurais préféré voir un troisième round en bonne et due forme et une décision des juges ou éventuellement un finish d'un côté ou de l'autre plutôt que d'attendre une revanche à un combat qui a déjà montré ce qu'il avait à montrer, je pense. Je crois avoir entendu parler du fait que Cédric voulait éventuellement faire appel auprès de la fédération ou de l'organisation du PFL pour arriver à décrocher un no contest plutôt qu'une défaite. Personnellement, je suis pas persuadé qu'il a intérêt à poursuivre dans cette voie-là simplement pour effacer le petit 1 au rang de ses défaites et la case rouge dans son fighting record. À mon avis, il a bien plus intérêt à se concentrer sur la suite. On sait que c'est une immense légende des sports de combat et notamment du kickboxing. Et venant en plus de cette culture du pied-point dans laquelle prendre une défaite en carrière, c'est pas si grave et c'est clairement pas la fin du monde comme ça peut l'être en boxe anglaise par exemple. On sait qu'il peut continuer à être Cédric Doumbé, à exploiter sa hype et aller chercher des très gros price money sur des très gros combats et des grosses échéances à l'international, même en ayant une défaite à son actif. Du côté de Baki, il y a potentiellement deux logiques. Une logique argent qui pourrait faire que là maintenant il est en position pour demander une énorme somme d'argent. Je crois qu'il a pris 100 000 € pour affronter Cédric, ce qui est déjà à mon sens, je crois, la plus grosse prime qu'il ait touchée pendant sa carrière et sans doute une plus grosse prime que ce qu'ont touché 98% des combattants de MMA en France et dans le monde. Donc déjà félicitations à lui, mais là il est théoriquement en capacité d'exiger davantage si on veut organiser une revanche contre Cédric. Donc ça peut être un levier ou une motivation pour lui si jamais il veut demander une revanche ou éventuellement une trilogie dans le cas où Cédric arriverait à gagner ce deuxième affrontement. D'un autre côté, il a le levier investissement de long terme s'il veut penser à sa carrière et investir sur des victoires et construire sa carrière comme il l'a si bien fait jusque-là pour éventuellement
éventuellement aller à l'UFC d'ici 2 ou 3 combats. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo qui est très différente de ce que je fais d'habitude sur cette chaîne, si vous avez envie de me voir faire d'autres analyses de combats ou de combattants de MMA, parce que le MMA c'est un truc que j'affectionne et que par conséquent j'apprécie partager avec mes amis mais également avec vous. N'oubliez pas d'éclater les pouces bleus juste en dessous et évidemment de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Il y a des milliers de personnes qui regardent mes vidéos sur cette chaîne et qui ne sont pas abonnés, donc jetez un petit coup d'œil juste en dessous de la vidéo et allez voir si vous êtes abonné. Je suis sûr que vous allez vous dire ah bah tiens je le connais depuis des années, je suis pas abonné. Évidemment si c'est le cas, abonnez-vous, ça vous coûte rien et ça soutient la chaîne de la meilleure façon qui soit. Et quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'habitude avec le sourire. Bye.